commencer par l'économie, ensuite on verra la société et la démographie de cette Chine classique. Je commence donc par l'économie. Longtemps, la Chine ne s'est pas dotée, si je puis dire, d'une classe de marchands. Mais ceux-ci vont jouer un rôle important à partir du XIe siècle. Et là aussi, on peut faire un parallèle, je dirais, avec l'histoire de l'Occident médiéval. C'est également pendant cette période des Song que les villes vont se développer. Vous allez avoir des villes gigantesques. Et remarquez qu'en Occident aussi, en Europe occidentale, c'est à partir du XIe, XIIe siècle que les villes prennent leur envol. En revanche, en Chine, le crédit ne va pas se développer. Vous savez que le crédit, c'est ce qui permet aux affaires de fonctionner. Et ça permet à des entrepreneurs de pouvoir anticiper des rentrées en investissant dans les médias pour rembourser par la suite les gens qui leur ont prêté de l'argent. Par contre, ce qui est très pratiqué, c'est l'usure. On trouve d'ailleurs en Occident aussi au XIe siècle. Qu'au XIIe siècle. Quant aux industries, elles sont très rares. Même jusqu'au XVIIIe siècle, vous allez avoir dans le nord quelques industries liées à l'extraction du charbon, et dans le sud vont se développer des manufactures de porcelaine, mais pour le reste, on ne peut pas dire que la Chine connaîtra un envol industriel, comme ce sera le cas en Europe à partir du XVIIIe siècle. Sur le plan social, la Chine est une société patriarcale, esclavagiste, seigneuriale. Alors, je définis un petit peu ce que je veux entendre par ces trois termes. C'est d'abord une société patriarcale, c'est-à-dire que la famille a beaucoup d'importance, mais que c'est le père de famille qui est le vrai chef. Les lignages sont très importants. On appelait à Rome les fameuses gentes, dont je vous ai parlé. C'est une société esclavagiste. En effet, l'esclavage ne sera supprimé, tenez-vous bien, par une ordonnance impériale qu'en 1908, il y a seulement 100 ans. Et que les parents à l'époque vendaient leurs enfants ou les louaient parfois pour 20 ans. Ils les louaient entre 5 ans et 25 ans pour rembourser leurs dettes, par exemple. Ensuite, je vous ai dit que c'est une société seigneuriale. Ce n'est pas une société féodale parce qu'il n'y a pas de fief en Chine. Il n'y a pas de gens qui sont investis d'un fief. Beaucoup, et même de très très nombreux, peut-être la majorité des Chinois, sont de tout petits propriétaires qui possèdent un petit lopin de terre. Comme ils le possèdent en pleine propriété en Occident, on dirait que ce sont des haletiers. Mais au-dessus d'eux, il y a des coqs de village qui peuvent affermer leurs terres, c'est-à-dire les louer contre conditions particulières, et qui peuvent les taxer et leur demander toute une série de prestations en nature. Et il ne faut pas oublier que ces seigneurs sont souvent liés aux mandarins, à la classe supérieure, qui est l'émanation du pouvoir impérial, mais les mandarins viennent évidemment de cette classe-là. Alors les mandarins, finalement, ils sont là essentiellement pour que tout reste dans l'ordre, un ordre social soi-disant défini depuis toujours, et qui est cet ordre social que voulait à tout prix maintenir Confucius.
je vous ai dit, ils sont imprégnés de cette idéologie confucéenne, surtout à partir du XIIIe siècle, quand le néo-confucianisme reprend vigueur. Maintenant, sur le plan démographique, il faut savoir que longtemps le Nord a dominé. Vous devez vous dire que jusqu'au Xe siècle, le sud de la Chine, c'est-à-dire la Chine du riz, la Chine tropicale, la Chine humide et chaude, était, pour les Chinois du Nord, considérée comme la barbarie. C'était un véritable mezzogiorno, hein, vous savez, comme le midi italien, c'est-à-dire pour les gens du Nord, un petit peu comme les gens du Nord, les gens qui vivent en Lombardie, à Milan, à Turin, considèrent les gens qui se trouvent en dessus de Rome, vous savez, les Napolitains, les Siciliens, comme un peu des arriérés. Un petit peu d'ailleurs ce que certains Flamands pensent des Wallons, hein, vous savez. Hein. Il y a aussi un midi en Belgique. Hein. Donc les gens du Sud, le Sud était considéré comme au fond une terre à conquérir. Hein, il fallait essayer de conquérir ce Sud par les gens du Nord. On pourrait dire que c'était une sorte de Far West, ou plus exactement de Far South, hein, de lointain Sud, pour être plus précis. Un petit peu comme au XVIIe siècle, la Sibérie et le Far East pour les Russes. Je voulais vous dire que la Sibérie était conquise au XVIIe siècle et le Turkestan n'était conquis qu'au XIXe siècle. Donc ça, Nicolas Ier, Alexandre II en particulier. Donc en fait, le Sud a été colonisé par le Nord, excusez-moi. Alors le Sud va dominer à partir du XIe siècle. Pourquoi? Tout d'abord démographiquement. Vous allez avoir 10 habitants du Sud pour un habitant du Nord. Vous allez dire, mais pourquoi? Parce qu'à partir du XIe, XIIe siècle, on va cultiver une nouvelle catégorie de semences de riz qui permettent 2 récoltes par an. Donc cette variété de riz va pouvoir nourrir beaucoup d'individus, et c'est ce qui explique que l'on va assister à un véritable boom démographique à partir du XIe et du XIIe siècle en Chine. Vous devez également noter que, sur le plan démographique, on va voir un petit peu dans les grandes lignes l'histoire démographique du dernier millénaire en Chine. Je vous ai dit qu'au tout début du cours, qu'au XIe siècle, il y aurait eu, au XIe, XIIe siècle, près de 100 millions de Chinois déjà. 100 millions, il y a 1000 ans. Dans un seul empire, hein, je dis bien. Dans l'Empire romain, souvenez-vous, 1000 ans plus tôt, il y avait 70 millions d'habitants. À l'époque, 1er, 2e siècle. Hein, 70 millions. En Chine, 100 millions. Alors, curieusement, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire de l'histoire comparée, on remarque que la Chine va connaître un recul important au XIIIe et surtout au XIVe siècle. Il y avait eu l'invasion mongole, bien entendu, mais les Mongols, et en particulier Kubilai Khan, ont plutôt installé une civilisation, une économie plutôt prospère. Mais au milieu du XIVe siècle, c'est la fin de la dynastie mongole, il y a beaucoup de guerres, hein, ce sont les Ming qui arrivent au pouvoir, mais qu'est-ce qui se passe en Europe à la même époque? C'est la fameuse peste noire, 1347-1352. On remarque que la Chine connaît son étiage à ce moment-là. On va avoir aux environs de 1360, on n'aura plus que 60 millions de Chinois. Souvenez-vous qu'en Europe, on va, dans certaines régions, perdre la moitié, le tiers, voire la moitié de la population. La population va remonter à l'époque des Ming. Et c'est à l'époque des Qin, à l'époque il y a beaucoup de conflits à ce moment-là, au milieu du XVIIe siècle,
la population recule également, donc deuxième moitié du XVIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est de noter qu'en France, à la même époque, il y a aussi, en Europe occidentale, une période plutôt négative à ce moment-là. Hein, c'est ce qu'on appelle en Europe le petit âge glaciaire, le Little Age Ice. Hein, donc une époque où, suite à une baisse de la température de sans doute 2 degrés, eh bien, les récoltes ne sont plus bonnes, hein, sont moins nombreuses, et la population recule. Et c'est seulement alors, à partir du XVIIIe siècle, là, alors, on va avoir une croissance démographique très importante, puisque à la fin du XVIIIe siècle, vous avez 300 millions de Chinois. 300 millions, hein, vers 1800. Et je vous ai dit qu'en 1960, presque 700 millions de Chinois. Donc elle a doublé en un siècle et demi, entre 1800 et je dirais 1960, et puis elle a de nouveau doublé entre 1960 et aujourd'hui. 1,350 milliard d'habitants. C'est intéressant d'avoir des ordres de grandeur, bien entendu. Vous suivez jusque-là? Oui. Bon. Je vais vous dire que l'époque mongole a été une période courte, hein, elle a duré un siècle et demi, mais pendant laquelle, pendant cette courte période, la Chine s'est ouverte. Elle s'est ouverte à l'ouest et au nord vers le désert, parce que c'était des Mongols et par conséquent il n'y avait plus cette frontière, puisque ceux qui dirigeaient la Chine à Pékin appartenaient finalement aux mêmes ethnies que ceux qui se trouvaient donc en Asie centrale. On est bien d'accord. Hein? Par conséquent, à cette période-là, la muraille de Chine n'a plus de sens. La muraille de Chine qui a déjà été commencée à être construite dans l'Antiquité. Elle était construite encore fortement à l'époque des Ming en particulier. Hein, elle va être reconstruite plutôt après les Yuan, hein, mais je vais vous dire que cette montagne de Chine, enfin j'étais sous la montagne de Chine, c'est assez impressionnant hein, de voir comme ça les crêtes de tous ces monts qui sont, vous trouvez donc cette muraille, vous savez qu'avec les pyramides et avec comment dirais-je, les autoroutes de Belgique, ce sont les trois seuls éléments terrestres que l'on voit quand on est quand on est en satellite. Hein. Réalisation terrestre, moi, je ne parle pas des montagnes, des déserts, etc., bien entendu qu'on voit. Donc il y a l'éclairage des autoroutes belges, il y a les pyramides, je crois, mais en tout cas il y a la muraille de Chine. La muraille de Chine. Les pyramides, je ne suis pas sûr, mais il y a la muraille de Chine, pas les pyramides. La muraille de Chine, imaginez. Et alors là, cette muraille de Chine, tenez-vous bien, je vais vous montrer ça ici. Moi, avant d'aller en Chine, moi je croyais que la muraille de Chine était vraiment très très au nord. Hein, près de la Mongolie actuelle, mais pas du tout. La muraille de Chine est vraiment ici, à 30 km de Pékin, elle est ici, la muraille de Chine. Et je m'étais dit, mais enfin, moi j'étais persuadé qu'elle était là. Oui, tant qu'on ne va pas sur place, et quand on voit des cartes hein, dans des atlas, on ne visualise pas bien, en tout cas on ne fixe pas les choses. Et donc, elle se trouve juste au nord de Pékin. Et alors pourquoi? Mais ça veut dire que Pékin a eu la fonction, je dirais pendant la plus grande partie de l'histoire de la Chine, d'être en fait une capitale qui était une ville presque frontière. Vous vous souvenez quand on a vu l'Empire romain? Les capitales de l'Empire romain, sous bas empire, elles se trouvent où? Mais elles se trouvent le long du Rhin, du Danube. Elles ne se trouvent plus au cœur de l'Empire. C'est comme ça que Trèves, où se trouve la Porta Nigra, était une capitale de l'Empire. Mais elle se trouve vraiment à la porte de l'Empire pour justement le lieu, comment dirais-je, les lieux de commandement de l'armée doivent être tout près, en face des barbares. C'est assez intéressant. Donc Pékin a été longtemps presque une ville, presque frontière. Évidemment, ce qui nous trouble, c'est évidemment quand on voit la Mandchourie, mais la Mandchourie, elle n'est pas. Les Mandchous, hein, ils ne conquièrent la Chine hein, qu'au milieu du XVIIe siècle. Avant, la Mandchourie n'était pas chinoise. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est assez intéressant tout ça. Je vais vous dire que je vous ai dit que le sud, ça va être le Far West. Hein, pour la Chine, au XIe et au XIIIe siècle, la Mandchourie va être un petit peu le Far West, si je puis dire, ou plutôt le Far North, cette fois-ci, puisque c'est dans le nord de la Chine au XXe siècle. Parce que vous savez que les Japonais, hein, à partir de 1932, vont conquérir la Mandchourie sur la Chine, parce que l'on y trouve du charbon et du fer, et que le Japon ne dispose pas
de matières premières sur son territoire. Hein. Et le Japon est en pleine phase de révolution industrielle, et c'est ce qui va permettre, entre autres choses, cette possession de la Mandchourie, de pouvoir mener la guerre en Asie. Parce que quand vous avez là le fer et le charbon, vous pouvez faire fonctionner l'industrie métallurgique, vous pouvez construire évidemment des avions, des tanks, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Alors, je crois vous avoir dit l'essentiel pour la Chine ancienne. Alors maintenant, vu le temps dont je dispose, il est évident que je vais pouvoir vous faire un très bref aperçu de l'histoire de la Chine contemporaine. Mais dans la durée, finalement c'est peu de choses que les 2 derniers siècles. Hein. Alors, entre 1839 et 1849, la Chine va connaître une période d'humiliation. Et pour les Chinois, vous savez, l'honneur, c'est comme pour les Japonais, c'est très important. La Chine va être humiliée, dépecée par les puissances étrangères. On va commencer tout d'abord par la guerre de l'opium, entre 1940 et 1942. Ce sont les Anglais qui imposent aux Chinois la vente de l'opium venant de l'Inde, vous imaginez, et obligent les Chinois à ouvrir 5 ports. Ensuite, une deuxième guerre, à l'époque où ce sont les Taiping. À l'époque où les Taiping, c'est pluriel, c'est un autre racine. Les Taiping, en fait, c'est un mouvement nationaliste chinois qui se développe entre 1850 et 1865, quelque chose comme ça. Les puissances européennes vont obliger les Chinois à ouvrir 7 ports supplémentaires, parce que la Chine vivait en autarcie, je vous ai dit jusqu'alors, un peu comme le Japon d'ailleurs à la même époque. Vous savez qu'au Japon, il a fallu attendre l'expédition du Commodore Peary, un Américain, mais surtout l'ère Meiji qui commence en 1868, l'ère des Lumières, pour que le Japon s'ouvre. On n'est pas tellement bien à s'ouvrir que il va vouloir le manger, comme vous savez, très rapidement. Les Taiping veulent en fait, se disent en fait que la Chine doit absolument se moderniser si elle ne veut pas être phagocytée, justement, mangée par les puissances étrangères, les puissances européennes. Les puissances européennes et le Japon, très rapidement dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ils vont vouloir faire des réformes, ils vont en particulier promouvoir la femme, ils vont supprimer le rôle subalterne qu'elle avait jusqu'alors, ils vont supprimer l'esclavage des femmes, ils vont également promouvoir une réforme agraire visant à partager les terres. Je dirais que les Taiping sont un petit peu l'équivalent de ce qu'on appelle les socialistes révolutionnaires en Russie à la même époque. Ce ne sont pas les communistes, les socialistes révolutionnaires, on verra ça en troisième. Voilà. Et les Taiping vont finalement échouer. Et il y aura un autre mouvement nationaliste, mais lui franchement xénophobe. Les Taiping étaient xénophobes certainement, mais ils avaient un projet positif de réforme progressiste de la Chine. Alors là, vous allez avoir un autre mouvement, celui qu'on appelle le mouvement des boxers, B-O-X-E-R-S, les boxeurs, tout simplement les boxers, qui est un mouvement nationaliste, mais là on pourrait dire d'extrême droite, si ce mot avait du sens, évidemment, dans les catégories de la science politique qui n'existaient peut-être pas en tant que telle en Chine à la même époque, et eux qui sont violemment donc contre les étrangers, ce qui va amener évidemment un corps expéditionnaire comprenant 8 puissances européennes plus le Japon en Chine, et qui va conduire au début, vous savez, des fameuses concessions, à Shanghai en particulier, et à Canton aussi. Vous devez vous dire que Hong Kong, depuis la guerre de l'opium,
était loué de force par les Chinois aux Anglais. Pendant plus de 150 ans, Hong Kong a été donc une colonie britannique, même si officiellement ce n'était qu'une location, parce qu'Hong Kong restait chinois. Sinon on ne voit pas très bien comment ils auraient pu le récupérer, évidemment. Il y a 13-14 ans, c'était en 97 si mes souvenirs sont bons. J'étais justement à Pékin à ce moment-là, je m'en souviens, parce qu'il y avait sur la place Tiananmen, il y avait une sorte de grande horloge, plus exactement, vous savez, une horloge électronique, où on voyait le nombre de jours, d'heures et de minutes qui restait avant la reddition de Hong Kong à la Chine. Je me souviens, c'était en 96, quelque chose comme ça, que j'étais à Pékin, c'était sur la place Tiananmen, avec cette grande horloge. Ils attendaient donc qu'Hong Kong redevienne chinois. Oui, ça je pourrais aussi vous parler de mon voyage en Chine, mais ça c'est encore une autre histoire. J'ai vu la Chine sur place, il y a moins de 15 ans, et ce n'était pas du tout ce que je pouvais imaginer, parce que je peux vous dire que quand vous arrivez à Pékin, il y a une quinzaine d'années, en tout cas maintenant ça doit être encore pire, ils étaient autant, si pas plus occidentalisés que nous. En tout cas, je dis bien dans les grandes villes, parce que dans les campagnes, j'étais aussi dans les campagnes. Évidemment, ce sont des voyages touristiques, donc on ne vous mène pas n'importe où, ça va de soi, c'est comme une dictature. Mais là, dans les campagnes, la République, c'était tout à fait différent. Tout à fait différent. Enfin, dans les grandes villes, là, je peux vous dire qu'en 96, tout le monde dans la rue, ils avaient tous un GSM. Alors qu'en Belgique, c'était rare à l'époque. Il y a 15 ans, je peux vous le dire. Maintenant, c'est généralisé. À l'époque, c'était rare. Là, tout le monde. Alors moi, je me dis, voilà, je descends de l'avion. On veut faire un peu d'exotisme, on va au bout du monde, puis bon. À l'aéroport, il y a le McDonald's, et tout ce que vous voulez. Donc, vous n'êtes vraiment pas du tout dépaysés. Ça, à Jakarta, c'était comme ça aussi quand j'étais en Indonésie. Donc, voilà. Alors, j'avance parce que le temps court. Et donc, je vous parlais de cette Boxer qui conduit justement, la Chine est complètement battue, si vous voulez. L'impératrice Cixi doit se rendre. Comment dirais-je, en 1900, pratiquement, ce sont les étrangers qui dominent le pays. Dans les faits, théoriquement non. L'Empire chinois est toujours souverain, mais dans les faits, ce sont les puissances étrangères qui dominent. Vous devez vous dire que la Chine n'est jamais devenue une colonie, mais c'était le Far West pour les Européens dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Jadis, j'ai travaillé pour une université chinoise, l'université de Hong Kong, et je travaillais au ministère des Affaires étrangères, et je travaillais pour un professeur chinois, donc, pour retrouver des documents sur les investissements belges dans les chemins de fer en Chine. Vous devez savoir que les Belges ont joué un rôle très important dans la construction des chemins de fer en Chine. Voilà. Mais c'était comme ça aussi pour les Britanniques, pour les Français, les Allemands, voilà. Donc les Russes et les Japonais, mais ce n'était pas tout à fait les mêmes types d'investissements qu'ils faisaient. On arrive, 1912, c'est la proclamation de la République avec Sun Yat-sen. Sun Yat-sen. Le premier président de la République qui va bientôt être chassé d'ailleurs. Il y aura un coup d'État, c'est un général qui va prendre sa place, lui-même va mourir en 1924. Et dans les années 20, il y a une guerre civile en Chine. Une terrible guerre civile qui oppose ce qu'on appelle les seigneurs de la guerre, c'est-à-dire des gouverneurs de province militaires qui se font la guerre entre eux. Autrement dit, la Chine est morcelée. Il n'y a plus de pouvoir central, même si, à Pékin, officiellement, Pékin est toujours le siège de la République. À ce moment-là, Sun Yat-sen va, peu de temps avant sa mort, créer un nouveau parti. Il avait créé le Parti de la Nation, qui s'appelle le Kuomintang, et maintenant il va créer le Parti de la Révolution, le Kuomintang. Donc le premier parti c'était le Kuomintang, le Parti de la Nation, et puis il va créer le Kuomintang, c'est-à-dire le Parti de la Révolution. Donc, vous voyez, il a joué sur les mots, sur les sonorités.
Ça paraît assez évident. Il va mourir, le Kuomintang va être dirigé par un général qui sera l'opposant de Mao Tse-tung qui s'appelle Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek ira en 1949 vers Taïwan, Formose, escorté par la 7e flotte américaine du Pacifique pour le protéger. Donc, enfin, surtout parce que les Américains tenaient à garder évidemment une place au sud-est de l'Asie face à la Chine communiste. Voilà, et puis alors, malheureusement, avec le peu de temps dont il nous reste, je vais devoir vous parler très très rapidement de la révolution communiste. 1949, c'est la révolution communiste. Mao prend le pouvoir. Il s'était battu contre Chiang Kai-shek dans les années 20, enfin au début des années 30 plutôt, puis ils avaient dû comment dirais-je, faire un accord contre les Japonais. D'un côté, il y avait les nationalistes, les communistes, mais ils devaient se mettre d'accord contre un ennemi extérieur, les Japonais qui envahissent la Chine, la Mandchourie des 32 et puis le reste de la Chine à partir de 35-36. Après la guerre, l'ennemi japonais étant défait, il commence la bagarre, et donc c'est Mao finalement qui l'emporte. Alors Mao, c'est un communiste, il va essayer très rapidement de faire de la Chine un pays communiste, mais vous savez, il n'est pas facile de remodeler un pays de plusieurs centaines de millions d'habitants, rien qu'avec des décrets, et même avec l'armée. Et l'agriculture va être collectivisée. Dans le domaine de l'industrie, là aussi, on suit les préceptes staliniens, donc ce sont des plans, les premiers plans quinquennaux sont des plans quinquennaux qui visent à comment dirais-je, à faire croître l'industrie. En 1956, 57 plus exactement, les intellectuels veulent s'exprimer, ce sera ce qu'on appellera, mais ça va durer que quelques semaines, ce qu'on appellera la campagne des 100 fleurs, qui pouvait pousser partout, ça veut dire que vous pouviez dire ce que vous voulez, mais ça a permis au pouvoir de savoir qui étaient les opposants et de pouvoir les enfermer par la suite. En 1958, vous avez le grand bond en avant, qui vise à ce que les campagnes deviennent autonomes, enfin puissent produire elles-mêmes ce dont elles ont besoin et puissent, grâce à leur richesse, permettre l'industrialisation de la Chine. C'est le moment où on va construire les fameuses communes populaires qui devaient s'auto-gérer, si vous voulez, et produire l'acier dont elles avaient besoin, acier de très très mauvaise qualité, bien entendu. En 1960, c'est la rupture avec l'URSS. Entre 1966 et 1969-70, c'est la révolution culturelle. Alors là, c'est des règlements de compte, je dirais, au sein de l'appareil d'État, en se servant des jeunes, ce qu'on appelle les gardes rouges, pour permettre à Mao de garder le pouvoir contre la génération qui avait fait la révolution avec lui. Il voulait se débarrasser de toute une série d'opposants. Ça s'est passé en Russie, en URSS, dans les années 20 aussi. Staline, entre 1935, 36, 37, 38, il a fait les grandes purges de Moscou, visant à éliminer tous les camarades qui avaient fait la révolution avec lui avec Lénine, si vous voulez, pour se retrouver sur le pouvoir. Mao fait la même chose, c'est un vieux renard, donc il a utilisé, si vous voulez, les jeunes pour régler ses comptes avec la classe politique qui était en train, disait-il, de s'embourgeoiser, de devenir conservatrice, et donc lui, il a, avec sa femme et d'autres, mené une politique vraiment d'extrême gauche. Il meurt en 1976. À ce moment-là, c'est la deuxième partie de l'histoire de la Chine communiste. La première partie, c'est de 49 à 76, c'est l'époque maoïste. Et puis vous avez, de 77 à nos jours, un autre personnage qui va fortement marquer la politique en Chine, c'est Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Donc c'est le deuxième empereur communiste après Mao Tse-tung. C'est un tout petit monsieur comme ça, mais qui a fait vraiment beaucoup de pouvoir, vous savez. Et lui, il inaugure la voie que vous connaissez, c'est-à-dire
un mixte, si je puis dire, entre le communisme et le libéralisme. Je dirais que les Chinois ont gardé ce qu'il y a de pire dans le communisme, c'est-à-dire la dictature qui empêche toute liberté d'expression, le noyautage par un groupe d'individus, même s'ils sont quelques millions, c'est de ce groupe d'individus, du pays. Hein. Il n'y a qu'un seul parti, c'est le Parti communiste, noyautage également des syndicats, de tout ce que vous voulez, et en même temps, libéralisme outrancier dans certaines régions, grâce à des capitaux étrangers, parce que beaucoup de sociétés à l'origine sont des sociétés à capitaux mixtes, 50%, ce qu'on appelle des joint ventures. Et c'est comme ça que dans la région de Shenzhen, par exemple, ce sont les zones d'économie spéciale se trouvent dans le sud-est de la Chine. Hein. Et dans ces régions-là, alors là, on se croirait aux États-Unis à l'époque, dans les années 1910-1930, vous avez des villes qui poussent tous les mois. Des véritables villes, avec des gratte-ciel, mais où la main-d'œuvre est exploitée. Hein, vous devez vous dire qu'on est dans un pays communiste, mais où il y a de plus en plus de milliardaires, ça me paraît quand même un petit peu contradictoire. Hein, et la Chine fait peur, évidemment, au reste du monde sur le plan économique, parce que jusqu'à la crise de septembre 2008, elle avait une croissance annuelle de 8% par an. Or, tenez-vous bien, chez nous, quand on a nos 2%, normalement, pour qu'un pays soit en véritable croissance, il faut dire qu'il y a quand même 3%. Parce que 2%, ça veut dire qu'en fait, que vous stagnez pratiquement. Hein. Donc, il faut 3%. On ne les avait plus, hein, 3%. On avait 1,5, 2%, au maximum. Hein. On parle même de croissance négative. Ça, c'est un langage d'économiste. Hein. Croissance négative, moi je dis décroissance, hein, comme historien, comme homme ordinaire. Enfin. Et donc, voilà, c'est cette société tout à fait paradoxale qui allie le communisme pur et dur avec suppression de ce qu'on appelle les libertés dites formelles, mais qui ne sont pas formelles du tout, c'est-à-dire la démocratie, et en face de ça, vous avez un capitalisme pur et dur dans certaines régions. Voilà. C'est Deng Xiaoping qui a sorti ce slogan célèbre, je vais essayer de retrouver les mots précis, mais enfin, il a dit « Peu importe que le chat soit noir ou blanc, ce qui compte, c'est de prendre des souris. » Donc ça voulait tout dire, c'est ce qu'on appelle la voie opportuniste. Peu importe qu'on soit capitaliste ou communiste, l'essentiel c'est que la Chine croisse. Voilà. Alors je vais vous montrer quelques ouvrages. Maintenant, vous avez remarqué que j'ai fait mon possible pour synthétiser et aller très très rapidement dans l'histoire de cet immense pays. Alors, l'ouvrage de base, c'est celui de Jacques Gernet, Le Monde chinois, chez Armand Collin, qui est apparu il y a quelques années dans la collection Agora en 3 volumes de poche. L'Atlas de la Chine chez les éditions du Fanal. Dans la petite collection chez Maspero, maintenant la découverte, Chine, peuple et civilisation, sous la direction de Pierre Jantel. De Lucia Bianco, chez Flammarion, La Chine. De Marcel Granet, ça c'est un vieux classique hein, qui date d'avant-guerre, La civilisation chinoise, mais c'est un ouvrage fondamental. De René Grousset, Histoire de la Chine. Alors là, c'est un spécialiste de l'Asie centrale qui ne connaissait pas le chinois, mais qui a écrit cette histoire assez traditionnelle. Alors là, je l'ai acheté à Kunming, je crois, dans le sud de la Chine. C'est un précis d'histoire de la Chine, hein, fait par des Chinois eux-mêmes, par des professeurs de l'université de Pékin. Alors c'est très intéressant de voir l'histoire de la Chine écrite par les Chinois. Ce n'est pas du tout l'histoire de la Chine telle qu'on l'explique chez nous, hein, je peux vous dire. Elle est très marquée par l'idéologie communiste, donc il est question de tout ce dont je vais vous parler demain dans mon cours sur le marxisme, les stades de production, esclavagistes, féodales, capitalistes, etc. Et toute l'histoire est vue avec la lorgnette marxiste. Un ouvrage excellent de Denis Lombard, La Chine impériale, très intelligent, en que sais-je. De Vadim et Daniel Elisseyev, La civilisation de la Chine classique, chez Artaud. Alors, du même Jacques Gernet, en que sais-je, La Chine ancienne. Alors là, ça va des origines jusqu'à l'époque impériale, c'est-à-dire en 220 avant Jésus-Christ.
Alors, ici, c'est un bel ouvrage d'histoire de l'art, La Chine ancienne, publié chez Grunt, littéralement. Alors, en Time Life, la Chine ancienne, ça va des origines jusqu'à l'époque des Tang, donc jusqu'à la fin du premier millénaire de notre ère. Pour l'époque des Han, alors vous vous souvenez que les Han, c'est la dynastie des 2 siècles avant Jésus-Christ, les 2 siècles après, de Michel Pirazzoli Cervens aux presses universitaires de France. Alors, d'Étienne Balach, alors là c'est un grand sinologue hongrois qui travaillait à Paris. Il était spécialiste de chinois, il faut le faire. Hein. La bureaucratie céleste recherche sur l'économie et la société de la Chine traditionnelle en Gallimard, collection Tell. Alors, de Jacques Gernet, que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises, la vie quotidienne en Chine à la veille de l'invasion mongole. Donc ça couvre le 3e quart du XIIIe siècle de notre ère en Hachette. La vie quotidienne en Chine sous les Mandchous de Charles Como en Hachette. De Jean Chénaud, qui est un marxiste, je ne sais pas s'il vit toujours ou s'il vit, il doit être très très vieux. L'Asie orientale au 19e et 20e siècle en Nouvelle Clio. De Karl Wittfogel, Le despotisme oriental, c'est un grand classique, c'est un théoricien, je dirais, de l'histoire de l'Inde et de la Chine, qui était d'ailleurs dans les années 20 expulsé du Parti communiste. Alors, sur le mode de production asiatique, préface de Roger Garaudy aux éditions sociales, au point de vue marxiste, de Lucien Bianco, Les origines de la révolution chinoise, 1915-1949, en folio. De Jean Chénaud, une biographie de Sun Yat-sen. Alors, un classique, mais ça c'est un roman, Les Conquérants d'André Malraux, publié en 1928. Ça concerne cette période justement troublée de la guerre civile en Chine. C'est un superbe roman. Les Conquérants date de 1928. Et alors, il y a bien sûr La condition humaine, qui est son grand roman qui date de 1933 et qui concerne le même sujet. D'Henri Beauchot, chez Flammarion, Mao Tse-tung. Oui, ça s'écrit Zedong dans l'écriture pinyin actuelle, mais on prononce quand même Tse-tung comme avant. Alors, de Domenac et Richer, La Chine, j'ai apporté le tome 2 ici, de 1971 à nos jours. De Alain Perfit, alors là c'est un ouvrage qui a éveillé, c'est le cas de le dire, les Français dans les années 60 et surtout 70, quand la Chine s'éveillera, en fait, avec 3 petits points. C'est une phrase qui a été prononcée par Napoléon pour dire le jour où la Chine s'éveillera, ben à ce moment-là, l'Occident aura de quoi se tenir quoi. Quoi, c'est oui, hein, bien sûr. Alors, Courrier international, la Chine la Chine des Chinois, c'était publié en juillet-août 2005, de Tiananmen au jeu de Pékin. Oui, je ne vous ai pas parlé du désastre, évidemment, de la catastrophe pour les Chinois démocrates qui voulaient changer, évidemment, de régime le 4 juin 1989. Et vous connaissez certainement cette image. On voit ce tank devant ce personnage, on ne sait pas ce qu'il est devenu, vous imaginez le courage, c'est un héros. Il bougeait en fonction de la position du tank. Et puis les images s'arrêtent, d'après moi. En tout cas, il a été fusillé, ça c'est sûr. L'art chinois, ici, oui, c'est un beau musée qui se trouve à Paris. Il y a le musée Guimet, il y a le musée Kermando. Alors, La pensée chinoise de Marcel Granet, toujours Albin Michel. Alors maintenant, je suis dans la pensée chinoise, je ne suis plus dans l'histoire proprement dite. Lao Tse, voilà le fameux livre qui s'est diffusé à partir du 4e, 3e siècle. C'est la base, c'est la Bible des taoïstes, si je puis dire, qui s'appelle le Tao Te Ching, c'est la voix, Lao Tse. Et alors, je vous ai évidemment apporté de Confucius pour faire bon équilibre, ses entretiens avec ses disciples. Le précédent, c'était au Seuil, dans la collection Sagesse. Ici, c'est dans la collection Garnier-Flammarion. Alors, là, c'est une grande japonologue qui me l'avait offert lors d'un colloque, parce que je connaissais l'auteur, mais pas plus que ça. Et alors, elle m'a passé un bouquin sur l'Hérodote chinois qui s'appelle Sima Qian. Ça s'écrit Sima Qian, si vous le voyez écrit dans notre écriture latine, et l'historiographie chinoise.
Alors là, c'est l'équivalent d'Hérodote. Un 2e siècle avant Jésus-Christ, il a écrit l'histoire du premier empereur. Entre autres, La religion des Chinois de Marcel Granet, grand spécialiste. Henri Maspero, encore un grand, il est malheureusement mort dans des conditions épouvantables, c'était à Buchenwald. Le taoïsme et les religions chinoises. Alors, Mantra et Mandarin, le bouddhisme tantrique en Chine, de Michel Strickmann, chez Gallimard. L'intelligence de la Chine, sociale et mentale, c'est un ensemble d'articles très très intéressants de Jacques Gernet, et il vous parle entre autres de l'importance des monastères bouddhistes pendant ce que nous appelons le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire pendant l'époque des Tang, qui ont un peu joué le rôle, je dirais, des monastères cisterciens à partir du XIIe siècle en Europe. Chine et christianisme. La première confrontation, oui, de Jacques Gernet, c'est quand les jésuites sont arrivés en Chine et qu'ils ont voulu adapter le christianisme à la sauce chinoise, parce que sinon les Chinois ne l'auraient jamais accepté. Mais ils ont été condamnés par Rome. Alors, ici, la vie intellectuelle en Chine depuis la mort de Mao, en Fayard. Alors, l'éveil de la Chine, ça concerne également l'histoire des intellectuels en Chine. Alors là, c'est aux éditions de l'Aube. Alors, plusieurs romans, maintenant je passe à la littérature. L'amour de la renarde de Ling Meng-Chu, chez Gallimard, publié par l'UNESCO. J'ai pris chez moi deux ouvrages anciens, quoi. Et alors, Conte extraordinaire du pavillon du loisir de Pu Songling, également chez Gallimard, dans la collection de l'UNESCO. Alors, Anthologie de la poésie chinoise classique chez Gallimard. Yéméville, l'éditeur, ici, c'est aussi un grand sinologue. Alors, le prix Nobel, évidemment, de littérature, il y a une dizaine d'années, même pas, de Gao Qingqian, La montagne de l'âme, qui a eu un grand succès, prix Nobel de littérature. Alors, Le livre d'un homme seul, également du même auteur, de Gao Qingqian, aux éditions de l'Aube. Et du même, enfin, toujours chez le même éditeur, La raison d'être de la littérature. Alors, un grand écrivain chinois aussi, de Lao She, Jean Pékin, en folio. Du même Lao She, Un fils tombé du ciel. Alors, un petit ouvrage de José Fraîche sur la sinologie, c'est l'histoire donc des études d'occidentaux sur la Chine. Alors, si vous voulez vous mettre au chinois, je ne vais pas apporter l'assimilé chinois en 2 volumes. Ce qui est très bien, c'est publié par, je ne sais pas qui, Pocket, Langue pour tous, le chinois tout de suite, en 40 leçons. Voilà. Alors, c'est intéressant, nouveau, parce que tout est translittéré en écriture latine. Donc, vous ne devez pas vous taper tous les caractères chinois pour pouvoir commencer chinois. Alors, orientalisme et linguistique, alors là, c'est une initiation au chinois. Il y a plus ou moins 60 pages consacrées à ce que c'est que la langue chinoise, de Louis Armentier, aux éditions de l'Aurore. Alors, Grammaire du chinois en que sais-je, de Viviane Aletton. Et enfin, le grand professeur de linguistique au Collège de France, qui connaît une 50aine de langues, vous imaginez, mais qui les parle couramment. Alors, Claude Agege, de l'hébreu au chinois. Et il explique tout son intérêt pour le chinois et l'hébreu, donc, dans ce petit CD, que je vous conseille vivement. J'ai dit.